Je m'appelle Rémi, et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire à lire tard le soir. C'est un avertissement, un récit des événements qui m'ont suivi après avoir emménagé dans une petite maison à Saint-Émilion, en France. Il ne s'agissait pas d'une aventure ou d'une recherche de sensations fortes, mais d'une fuite, une tentative d'échapper à une vie urbaine frénétique et de trouver refuge dans la sérénité d'un village qui semblait s'être arrêté dans le temps. Mais Saint-Émilion a ses secrets, comme je l'ai vite découvert. Je suis arrivé par un après-midi d'automne. Le soleil se couchait tôt et de longues ombres commençaient à couvrir les ruelles étroites et sinueuses. La maison que j'ai louée était une vieille et solide construction en pierre, située dans une rue peu fréquentée. Avec ses épais murs de pierre et ses petites fenêtres, elle ressemblait plus à un petit château qu'à une résidence. Les habitants m'ont accueilli avec une cordialité réservée, m'avertissant à voix basse et avec gravité de l'importance de respecter les anciennes traditions et coutumes de l'endroit. Plongé dans ma propre arrogance, je n'ai pas prêté suffisamment attention à ces avertissements. J'étais plus intéressé par le déballage, l'installation et peut-être la dégustation d'un verre du célèbre vin local que par les légendes et les superstitions. Cette première nuit, alors que j'explorais les recoins de la maison, j'ai remarqué un air de mystère incrusté dans les pierres froides des murs. Les chuchotements que j'entendais n'étaient pas seulement les grincements d'une vieille maison qui s'installe, c'étaient des voix basses, presque inaudibles, qui semblaient se parler, faire des commentaires sur le nouvel habitant. Ignorant les frissons qui me parcouraient l'échine, j'ai mis tout cela sur le compte de mon imagination, produit de la fatigue et du nouveau changement. Cependant, cette nuit-là n'était que le prélude à une série d'événements qui allaient remettre en question ma perception de la réalité et tester les limites de mon scepticisme. Une histoire réelle et terrifiante que j'ai encore du mal à croire que j'ai vécue. Si vous êtes prêts à écouter, restez avec moi, mais sachez que ce qui suit est aussi réel que l'obscurité qui finit par nous envelopper après le coucher du soleil. Le deuxième jour, en explorant le grenier poussiéreux de la maison, j'ai trouvé un vieux coffre en bois, recouvert d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Ma tasse à café, par exemple, que je laissais toujours sur la table de la cuisine, est apparue sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain. Et la malle que j'étais sûr d'avoir laissée ouverte dans le grenier était maintenant fermée et dans un autre coin. Il semblait que la maison jouait un jeu pervers avec moi, déplaçant les choses comme un échiquier macabre. J'ai donc décidé d'affronter ceux qui me tourmentaient. Une nuit, je me suis placé au centre de la pièce, parlant à haute voix aux ombres et aux chuchotements. Je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi, pourquoi ils troublaient ma tranquillité. La réponse est venue sous la forme d'une brise froide qui a soufflé dans les couloirs, éteignant les bougies que j'avais allumées et me laissant dans l'obscurité totale. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose me toucher l'épaule, une main froide et ferme, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Ce contact a été le tournant, le moment où j'ai compris que je n'avais pas seulement affaire à une vieille maison et à ses bruits naturels. J'étais face à quelque chose que je ne comprenais pas. Quelque chose qui pouvait être dangereux. J'aurais dû prêter attention aux habitants. J'aurais dû respecter les avertissements. Mais maintenant, il était trop tard et j'étais pris au piège d'un cauchemar que j'avais moi-même inventé. Puis vint la nuit qui allait tout changer. Un orage féroce s'abat sur Saint-Émilion, comme si le ciel lui-même partageait mon agonie. Les éclairs traversent le ciel noir et le vent hurle comme s'il m'appelait par mon nom. À l'intérieur de la maison, les lumières vacillaient, puis s'éteignaient, me laissant à la merci de l'obscurité et du bruit de la tempête qui battait les vieilles pierres. J'ai allumé quelques bougies et les ai dispersées dans la maison, essayant de repousser les ombres qui semblaient maintenant plus audacieuses, plus formées, presque humaines. Mais même la lumière des bougies ne parvenait pas à dissiper complètement les ténèbres qui s'épaississaient dans les coins de la pièce. Les coups recommencèrent
cette fois plus fort et plus déterminé, comme si quelque chose voulait entrer, ou comme si cette chose était déjà à l'intérieur et essayait de m'atteindre. Dans cette atmosphère tendue, je m'engageais dans le couloir, suivant les bruits qui semblaient maintenant provenir de toutes les directions. Curieux, je l'ai ouvert pour découvrir une collection d'objets étranges, des masques en bois aux traits déformés, de petits pots en céramique contenant des résidus d'une poudre sombre et de vieux livres en cuir à l'écriture indéchiffrable. Même si je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait, quelque chose dans la façon dont ils étaient soigneusement disposés me disait qu'ils avaient une importance particulière. Mais j'étais aveuglé par ma propre incrédulité à l'égard des superstitions. Ce soir-là, j'ai décidé de porter l'un des masques en sirotant un verre de vin et en riant de la situation. Je me suis dit, quel mal cela peut-il faire ? C'était un acte stupide, un manque de respect dont j'allais bientôt me rendre compte qu'il s'agissait d'une grave erreur. La maison semblait réagir à mon dédain, car peu de temps après, j'ai commencé à entendre des sons inexplicables. Ils étaient plus intenses que les chuchotements de la nuit précédente, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait lourdement dans le grenier au-dessus de moi. Cette même nuit, je me suis senti observé. Chaque coin sombre de la pièce semblait cacher des regards invisibles. Je tournai rapidement sur moi-même, essayant de prendre l'observateur au dépourvu, mais il n'y avait personne. La sensation était cependant si forte que j'avais du mal à respirer. L'air semblait plus lourd, comme s'il était porteur d'une énergie sombre, presque tangible. Ces premiers signes que quelque chose n'allait pas du tout auraient dû suffire à m'arrêter et à reconsidérer mon attitude. Mais à l'époque, j'attribuais encore tout au stress du déménagement et à la solitude de la grande maison. Je ne le savais pas, mais chaque rire et chaque geste d'irrespect creusait un peu plus ma tombe dans ce lieu oublié par le temps, mais dont on se souvient pour sa force ancienne. Au fil des jours, les phénomènes étranges se sont intensifiés. Une nuit, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai remarqué des ombres qui dansaient sur les murs de ma chambre. Il ne s'agissait pas d'ombres normales, causées par le clair de lune ou les voitures qui passaient, mais de silhouettes sombres et déformées qui se déplaçaient avec détermination et intelligence. Une fois, l'une de ces ombres s'est arrêtée devant mon lit, et je pourrais jurer qu'elle avait des yeux qui me fixaient avec une sombre curiosité. Le lendemain, j'ai commencé à remarquer que des objets personnels n'étaient pas là où je les avais laissés. À chaque pas, le parquet gémissait sous mon poids, synchronisé avec le tonnerre qui grondait à l'extérieur. Puis une découverte inattendue. Sur le sol, en plein milieu du couloir, j'ai trouvé une vieille photographie. Il s'agissait d'une image délavée d'un groupe de personnes rassemblées dans le jardin de la maison, toutes vêtues de tuniques et portant les mêmes masques que ceux que j'avais trouvés dans la malle. La réalité de cette image était indéniable et terriblement claire. Ces gens avaient vécu ici, et quelque chose de leur vie restait imprégné dans les murs, dans les objets, dans l'essence même de la maison. Je me suis rendu compte, avec un frisson qui m'a parcouru l'échine, que la tempête à l'extérieur n'était pas seulement météorologique, mais aussi spirituelle, une tempête d'âme troublée, peut-être irritée par ma présence et mon ignorance. La nuit avançait et les manifestations s'intensifiaient. Les bougies ont commencé à s'éteindre une à une, comme si les espoirs de comprendre ou de contrôler la situation s'éteignaient les uns après les autres. Un sentiment de désespoir m'envahit alors que le passé de la maison, son présent et mon avenir, semblent s'entremêler dans une danse macabre de mystères et de révélations. Au fil de la nuit, je me suis senti de plus en plus piégé par les forces qui habitaient à la maison. La photographie que j'ai trouvée semblait être une pièce maîtresse, un lien entre le passé et les événements étranges auxquels j'étais confronté. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la cérémonie représentée sur la photo se déroulait exactement à l'endroit où j'avais trouvé le coffre contenant les objets rituels.
l'importance de CE détail n'est apparue que lorsque j'ai compris que j'avais manqué de respect à un sanctuaire, un lieu sacré pour ceux qui avaient vécu ici avant moi. Cette révélation m'a fait frémir. Ce n'était pas seulement une vieille maison avec ses bruits habituels et ses bizarreries, c'était un espace sacré, chargé de pouvoir que j'avais provoqué dans mon ignorance. Les manifestations surnaturelles sont alors devenues plus personnelles et plus intenses. Des silhouettes pâles ont commencé à apparaître, glissant le long des murs et dans les coins des pièces. C'étaient des silhouettes déformées, presque humaines, qui disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues, laissant derrière elles une traînée d'air glacé. Dans cette même atmosphère chargée, la maison a commencé à émettre des sons encore plus inquiétants. C'était comme si les murs eux-mêmes gémissaient et pleuraient, se lamentant des affronts commis contre leur passé sacré. Ces gémissements étaient accompagnés d'une présence asphyxiante, d'une lourdeur dans l'air qui rendait chaque respiration difficile. J'avais l'impression que quelque chose d'invisible essayait de m'étouffer, comprimant ma gorge et ma poitrine avec une force implacable. Dans une tentative désespérée pour mieux comprendre ce qui se passait et comment je pouvais apaiser cette force, j'ai trouvé un journal caché dans un tiroir fermé à clé. Ce journal décrivait en détail l'histoire de la maison, l'importance des rituels pratiqués et les terribles conséquences pour ceux qui leur manquaient de respect. Chaque page qu'il tournait semblait augmenter l'intensité des manifestations, comme si le fait de lire ce journal éveillait davantage la colère des âmes piégées dans cette demeure. La nuit semblait éternelle, et à chaque instant, la frontière entre ce qui était réel et ce qui relevait du surnaturel devenait plus floue. Il était clair que j'avais déclenché quelque chose que je ne pouvais ni contrôler ni comprendre, quelque chose qui nécessitait plus qu'un simple regret ou un retour au statu quo. À l'approche de l'aube, mon état de désespoir s'est accru dans les mêmes proportions. Le journal, désormais ouvert sur la table, semblait être le catalyseur du chaos qui se déroulait autour de moi. Les murs de la maison, autrefois simples spectateurs silencieux, se tordaient et palpitaient comme s'ils étaient vivants, murmurant des mots d'accusation et d'avertissement dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont le ton menaçant était universellement compréhensible. Dans un moment particulièrement intense, je me suis regardé dans le miroir au bout du couloir, m'attendant à voir mon propre reflet. Au lieu de cela, le miroir montrait une scène d'un ancien rituel exécuté dans l'arrière-cour de la maison. Les personnages dans le miroir ne m'ont pas remarqué. Ils ont continué leur chant et mouvements rituels, indifférents à mon étonnement. Lorsque je me suis retourné pour examiner l'arrière-cour par la fenêtre, il n'y avait rien. Juste l'obscurité de la nuit et le jardin silencieux. Lorsque je me suis retourné dans le miroir, la vision avait disparu. Cette distorsion de la réalité a continué à s'intensifier, et dans mon esprit, je n'étais plus sûr de ce qui était réel et de ce qui était une illusion. L'impression d'être prisonnier d'un cauchemar était oppressante, et la maison semblait décidée à ne pas me laisser oublier l'erreur que j'avais commise. J'ai essayé de partir à plusieurs reprises, mais toutes les portes et les fenêtres étaient inexplicablement verrouillées, comme si la maison elle-même refusait de me laisser partir. L'énergie dans la maison est devenue si dense et menaçante que la respiration est devenue de plus en plus difficile. À chaque tentative de comprendre ou d'interagir avec CS Force, j'avais l'impression de m'enfoncer dans un abîme de désespoir et de folie. Il était clair que de simples excuses ou des tentatives pour remettre de l'ordre dans les objets du coffre ne suffiraient pas, sauf ce n'est pas à apaiser ceux que j'avais réveillés. Enveloppé dans cette atmosphère de terreur, j'ai compris que je devais trouver un moyen d'inverser ou au moins d'apaiser la situation avant d'être complètement consumé par la maison et ses souvenirs tourmentés. Le poids de l'air, les chuchotements accusateurs et les apparitions fantomatiques me rappelaient constamment que quelque chose de bien plus ancien
et de bien plus puissant que je ne le pensais, était en jeu. Alors que les premières lueurs du matin perçaient timidement à travers les lourds rideaux, je me suis accroché à la dernière parcelle de rationalité qu'il me restait. Je suis monté au grenier, là où tout avait commencé, espérant trouver une solution ou au moins une compréhension dans les pages de ce maudit journal. En lisant plus attentivement, j'ai découvert une issue possible. Un ancien rituel de réconciliation décrit dans le journal qui pourrait peut-être calmer les forces que j'avais dérangées. La description du rituel était complexe, nécessitant le repositionnement d'objets sacrés à leurs places respectives, accompagné de mots spécifiques de repentir et de respect. Je rassemblais tous les objets que j'avais éparpillés dans la maison et les replaçais soigneusement dans le coffre avec une solennité qui m'avait fait défaut jusqu'alors. Chaque objet semblait vibrer d'énergie lorsque je le remettais à sa place. Cependant, lorsque j'ai essayé de réciter les mots du rituel, les manifestations surnaturelles se sont intensifiées. L'air ambiant se déforma visiblement comme si une vague de chaleur émanait des murs de la maison. Des ombres commencèrent à apparaître plus clairement, se déplaçant rapidement du coin de l'œil, et le bruit des chuchotements s'amplifia jusqu'à devenir presque assourdissant. La situation semblait totalement hors de mon contrôle, et chaque pas que je faisais vers la réconciliation ne faisait que provoquer encore plus la colère de la maison. L'atmosphère devint insupportable. L'air chargé d'une énergie presque électrique qui me faisait dresser les cheveux sur la tête et me picoter la peau. C'était comme si la maison elle-même résistait à mes efforts, défiant chaque mot de repentance que j'essayais d'offrir. J'ai alors compris qu'il ne suffirait peut-être pas de rendre les objets et de réciter de vieilles paroles. La maison et ses entités voulaient quelque chose de plus, quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. Mon désespoir s'est transformé en panique alors que je m'efforçais de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jour naissant n'apporte avec lui plus d'ombre que de lumière. Face à la résistance de la maison et des entités qui l'habitent, je me suis rendu compte que ma compréhension du rituel nécessitait une approche plus approfondie. J'ai relu une dernière fois le journal, à la recherche d'indices qui m'auraient échappé. J'ai alors découvert qu'en plus des mots et du remplacement des objets, le rituel nécessitait une offrande, un geste de bonne foi pour montrer mon respect et ma soumission aux traditions que j'avais violées. J'ai donc décidé de réaliser le rituel selon les instructions complètes en commençant à l'aube. J'ai placé les objets sacrés en cercle dans la cour, exactement à l'endroit où la vieille photographie montrait que des cérémonies similaires avaient eu lieu. Avec une bougie à chaque pointe du cercle, j'ai commencé à réciter les mots du journal, chaque syllabe tremblant dans ma voix, chargée d'un timide espoir. Alors que les mots résonnaient dans l'air froid du matin, les apparitions commencèrent à se matérialiser plus clairement autour du cercle. C'étaient des silhouettes obscures, vestiges des anciens habitants de la maison qui observaient silencieusement chacun de mes mouvements. L'intensité de leur présence était effrayante, mais en même temps je sentais un certain calme émaner d'elles, comme si elles évaluaient ma sincérité. Soudain, une voix claire et profonde s'est fait entendre, non pas d'un endroit précis, mais de partout. Elle demandait plus que des mots et des gestes. Elle demandait un véritable engagement à comprendre et à respecter les forces que j'avais dérangées. Sentant le poids de cette demande, je me suis engagé non seulement à garder les objets à leur place, mais aussi à préserver et à protéger l'histoire et les traditions de la maison. Comme en réponse, l'atmosphère autour de moi a commencé à changer. L'air lourd et chargé s'est progressivement allégé, et les personnages autour du cercle ont commencé à disparaître, un par un, se dissolvant dans l'air du matin comme la brume dans le soleil. Pour la première fois depuis le début, j'ai senti qu'il existait peut-être un chemin vers la rédemption, un moyen de coexister avec le passé que cette maison gardait si farouchement. Le calme qui a suivi le rituel a été de courte durée. À la tombée de la nuit, une nouvelle vague de tension s'est installée dans la maison. Je me sentais épuisé, mais
Je savais que ce répit pouvait être temporaire. Je décidai de rester éveillé, à l'affût de tout signe indiquant que les entités n'étaient pas complètement apaisées. L'obscurité semblait plus épaisse, et le silence, au lieu d'apporter la paix, était porteur d'une attente lourde comme l'air avant un orage. Au fil des heures, le sol s'est mis à vibrer légèrement sous mes pieds. Des sons indistincts, comme des chuchotements dans une langue oubliée, emplissaient les couloirs, augmentant de volume jusqu'à devenir presque des cris. Puis un phénomène effrayant s'est produit. Du sol de la salle principale, où le rituel avait été accompli, des tourbillons de vent froid ont émergé, tourbillonnant en spirale, qui semblaient jaillir des planches de bois elles-mêmes. C'était comme si la maison revivait ses anciens rituels, avec ou sans ma participation. Des figures spectrales éclairées par une lumière non naturelle ont commencé à apparaître, exécutant des mouvements cérémoniels complexes. J'étais paralysé, regardant le spectacle surnaturel se dérouler devant moi. Ces apparitions semblaient concentrer une énergie qui dépassait mon entendement, une force qui m'attirait et me terrifiait à la fois. Au fur et à mesure que la nuit s'enfonçait, ma perception du temps commençait à se déformer. Les heures passaient en minutes, les minutes s'étiraient en heures. J'étais pris au piège dans un cycle d'événements surnaturels qui mettaient en péril non seulement ma santé mentale, mais aussi mon existence physique. La réalité qui m'entourait semblait se fragmenter, révélant des dimensions de désespoir et de tourment que je n'aurais jamais pu imaginer. L'intensité des manifestations a atteint son paroxysme et toute la maison a semblé vibrer d'une énergie ancienne et puissante. La sensation d'être consumé par cette force devenait de plus en plus palpable à mesure que la frontière entre mon être et le surnaturel s'estompait. J'étais absorbé par le passé éthéré de la maison, de plus en plus éloigné de la réalité que j'avais connue. Lorsque l'aube arriva enfin, elle apporta avec elle une étrange paix. L'aube était pâle et silencieuse, contrastant fortement avec le chaos de la nuit précédente. Je me sentais différent, comme si une partie de moi avait été abandonnée dans les ombres qui se retiraient lentement avec la lumière grandissante. Dans le grand hall, où les tourbillons de vent et les apparitions avaient été les plus intenses, il ne restait plus qu'un profond silence et un sentiment de finalité. Autour de moi, la maison semblait enfin au repos, comme si les énergies qui l'avaient agitée pendant la nuit étaient maintenant apaisées. Mais le calme était trompeur. Sur le sol du salon, parmi les cercles de bougies maintenant fondus et dispersés, mon corps gisait immobile. Je n'étais plus vivant au sens conventionnel du terme. Mais une partie de ma conscience persistait, attachée à la maison, observant et sentant à travers un brouillard éthéré. La découverte de mon propre corps était choquante, mais d'une certaine manière pas surprenante. J'avais ressenti l'intensité de ces forces surnaturelles, si réelles et si puissantes que la mort semblait une issue inévitable. La maison avait réclamé quelque chose de moi, une offrande peut-être, pour rétablir son équilibre sacré que je n'avais pas respecté. Au fur et à mesure que le soleil se levait, les derniers vestiges des ombres et de la terreur que j'avais vécue s'estompaient. La maison était calme, presque accueillante, cachant bien les secrets et les histoires que les vieux murs renfermaient. À l'extérieur, le village de Saint-Émilion se réveillait, inconscient de ce qui s'était passé à l'intérieur de ces murs pendant la nuit. Au fil des jours, la vie du village et de ses habitants continuait, indifférente au sort qui m'était réservé. La maison est restée là, imposante et silencieuse, attendant peut-être que le prochain locataire ou le prochain curieux défie ses traditions et ses gardiens spirituels. Mais pour moi, Rémi, l'histoire avait pris fin, un sombre dénouement, qui servirait d'avertissement à ceux qui franchiraient le seuil de cette maison sans respecter les forces qui l'habitent.